Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une journaliste, grand reporter de guerre pendant 30 ans. Elle a couvert les principaux conflits sur le globe, que ce soit la guerre du Golfe, l'Afghanistan, le Rwanda, la Tchétchénie. Marine Jacquemin est notre invitée et j'en suis très heureuse. Bonjour Marine Jacquemin, ravie de vous accueillir. Merci. Dans Lumière intérieure sur KTO. KTO que vous connaissez puisque vous avez déjà été interrogée il y a quelques années. Une dizaine d'années. Chez nous. Oui, j'en gardais un bon souvenir. Je l'ai re-regardé hier et je me suis dit, rien n'a beaucoup changé. En tout cas, cette semaine, vous venez à l'occasion de la parution de votre livre, Mes guerres, aux éditions de l'Observatoire, confidence d'une grand reporter. Il paraît qu'on dit d'un. Oui, mais là c'est d'une. C'est ce qui est écrit sur le bandeau. Vous voyez, j'ai même pas fait attention. Vous approuvez ce changement? J'approuve tout. Vous approuvez tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'autobiographie? Oui. Oui, on peut douloureuse. Le dire. On peut le dire. Douloureuse, oui. Parce que j'ai jamais eu envie de repartir dans le passé, parce que je savais que ça n'allait pas être simple. Et c'est la rencontre avec une jeune prof de français en Allemagne qui s'appelle Mélanie Freinet, et d'un carton laissé dans une cave à la mort de ma maman, où c'était marqué « Maman pour Marine ». Et où elle me disait « Tu n'as jamais voulu être dans la lumière, peut-être que ce carton contient va te donner envie, enfin, d'y être. » Alors, être dans la lumière, oui, ça s'appelle lumière ici, c'est un présage. Elle avait collectionné les coupures de journaux, des photos, des lettres de téléspectateurs que j'avais jamais eu le temps d'ouvrir. Et c'était comme une caverne d'Ali Baba, parce que mon appartement avait brûlé quelques années auparavant. Donc voilà, entre ces deux femmes, l'une qui m'avait exhumé 2000 reportages et maman, je me suis dit, cette fois, tu es au pied du mur, ma fille, il faut t'y mettre. Signe du ciel? Oui, peut-être, signe du ciel. En tous les cas, tout était réuni. Pour repartir en arrière, je me suis quand même longtemps tâtée, parce que, évidemment, pendant des années, on m'a demandé d'écrire un livre, et je n'en avais pas vraiment envie, parce que je vis, moi, au jour le jour. Demain est un autre jour. Le passé, c'est le passé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on se dit on va rembobiner sa vie, c'est quelque chose de pas facile. En écrivant, j'ai eu beaucoup de vertiges, et je pensais que c'était, vous savez, les cristaux dans les oreilles ou des choses comme ça. Je tenais plus debout. Et en fait, je suis allée voir un médecin spécialiste qui m'a dit non, vous faites une sorte de postpartum. Votre livre, c'est comme un accouchement. Et c'est vrai que moi, qui ai toujours voulu être mère et qui n'ai jamais pu l'être, ben voilà, j'ai vécu mon accouchement en douleur, on va le dire. Mais je suis ravie aujourd'hui, parce que je me suis aperçue, en repartant dans ce passé, que je redonne la vie à tous les gens, ces gens merveilleux que j'ai rencontrés tout au long de ces années, qu'ils soient soldats, qu'ils soient une femme violée, je sais pas, un enfant en détresse. Je leur ai donné à tous ces gens-là, j'aurais tendu mon micro, et c'était fou, parce que cette prof de français, Mélanie, qui a exhumé ces 2000 reportages... À Cologne. Ouais, depuis Cologne, vous vous rendez compte, et je lui ai répondu 4 ans après seulement. Elle a eu beaucoup de patience, et elle me donnait à revoir complètement cette vie incroyable. Et je me suis dit à un moment donné, parce que moi je n'ai pas d'ego surdimensionné, je fais mon boulot, ça m'a en plus guéri, parce que moi je suis partie, j'avais pas du tout un rêve d'être reporter de guerre, j'avais plutôt le rêve d'avoir des enfants, d'avoir une vraie famille, et c'est pas que j'avais pas d'ambition, mais pas celle-là en tous les cas. Et donc je suis plutôt allée voir, j'ai plutôt voulu rencontrer des humains, plutôt que des hommes en armes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une grande différence. Et effectivement, je me suis retrouvée dans des endroits où il y avait beaucoup d'humanité, mais où le terrain était totalement inhumain. Quand je vous parle de ça, je vous parle par exemple
du Rwanda, où j'ai vécu le génocide pratiquement du début à la fin. 94. Voilà. Et je me retrouve... J'avais oublié de préciser, c'était pour TF1. Hein, oui, c'était pour TF1. Moi, j'étais journaliste à TF1 pendant plus de 20 ans. Et ensuite, j'ai travaillé pour Frontline et d'autres boîtes de production, et, dont la mienne. Et quand j'arrive sur ce terrain du Rwanda et que je suis dans une espèce de cellule de moine et que j'entends des râles à l'extérieur et que j'ouvre la fenêtre et que je vois la pire des choses qu'on peut voir un jour dans sa vie, des corps enchevêtrés les uns dans les autres, à moitié vivants, à moitié morts. Ils sont sous des cartons complètement... Il pleut. Ils sont là, ils ont froid, ils tremblent, ils sont blessés, ils sont malades. Et je pense que c'est l'une des choses les plus horribles qu'il m'ait été donné de voir un jour dans ma vie. Du reste, je n'arrivais pas, ce que le cerveau me renvoyait, je n'arrivais pas à l'imprimer dans mes yeux. J'avais presque envie de tourner la tête. Et donc, quand il a fallu exhumer tout ça, regarder tout ça, j'avoue que à plusieurs reprises, j'ai voulu arrêter d'écrire. Et c'est pas du tout de la coquetterie ce que je vous dis, c'est vraiment la réalité. Et ben, il y avait toujours cette Mélanie, ce prof qui me tenait la main et qui me disait non, non, c'est pas possible, on peut pas s'arrêter là, vous avez trop de choses à dire. Et je lui disais mais il y a tellement de gens qui ont des choses à dire. Ben oui, mais bon, un jour comme ça, c'est vous qui prenez la parole, et non pas pour raconter vraiment la guerre, mais pour raconter votre ressenti, pour vous donner enfin la parole. Et d'une certaine manière, se redonner la parole, c'est aussi, de même que je suis partie dans ces pays pour calmer ma douleur, se redonner la parole, c'est très douloureux, mais en même temps, après, on se dit, vu les réactions, les gens me disent, on lit votre livre comme un roman. Il y a beaucoup de gens qui me disent on le dévore. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune prétention dans ce livre. Il y a juste, je raconte simplement voilà, ce qui m'est arrivé. Et tout est documenté, tout est référencé, tout est vrai. Et c'est un roman vrai. Voilà. Roman vrai, une vie incroyablement riche, Oui. faite de rencontres, d'anonymes et de gens plus connus. Oui. Ça s'appelle Mes guerres. Il y a eu plusieurs guerres. Il y a aussi les guerres intimes que vous évoquez. Oui. Ouais. Beaucoup de morts que vous évoquez. Ouais. C'est vrai que votre vie commence par des morts. Vous en parlez assez rapidement Oui, dans votre livre. Déjà à 8 ans. Il y a 8 ans. Déjà l'amie de votre mère. La meilleure amie de ma mère. Qui est partie avec ses 2 enfants. Qui se suicide avec mes 2 amis, oui. Parce que c'est une femme qui avait été trompée et qui n'avait pas supporté. Et oui, ça commence très jeune. Très très jeune. Et puis après, bon, il y a... Après, oui. Ma première guerre, en fait, qui n'était pas une guerre, j'étais partie par amour, moi. En fait, l'amour a toujours guidé ma vie. J'étais partie par amour pour retrouver l'homme que j'aimais, avec lequel je voulais avoir des enfants, justement, à Beyrouth, au Liban. Et puis, lui était en poste là-bas, en tant que reporter de guerre déjà. Et le premier reportage que j'ai fait au Sud-Liban... 85 ? Oui, c'était vraiment... J'étais un peu Marie-Chantal au pays des Kalachnikovs, quoi. J'étais là, au Sud-Liban. Il y a une équipe de CBS qui me demande de travailler avec elle, et cette équipe. Et donc, je dis OK. Et sur au bout d'une route... c'est là où ma vie a basculé pour toujours, parce que l'équipe avec laquelle j'étais, avec laquelle je parlais, a été tirée par un char. Le caméraman a explosé et le preneur de son a été scalpé. Et, vous écrivez, oui. C'est sidérant. C'est un truc sidérant. Mais lorsque je suis rentrée, je suis remontée après. Il y avait donc les enfants qui étaient blessés. Enfin, c'était un petit carnage comme ça, en tous les cas pour une jeune femme qui arrivait de Paris, et se dire à 4 heures de Paris, il existe des choses aussi horribles que ça. Parce que c'est vrai, quand on regarde la guerre à la télévision, on la regarde totalement différemment. On dit c'est triste, on dit tout ça, mais je dirais que
La guerre, c'est pas tant ceux qui la font qui sont coupables, c'est nous qui regardons souvent avec beaucoup d'indifférence, mais en même temps, on ne peut pas nous le reprocher. Nous, on est en paix, mais se dire quand on découvre comme ça que d'autres gens ont une autre vie à quelques heures d'avion de Paris, alors là, la vie bascule. Et ce soir-là, elle a doublement basculé parce que quand je suis arrivée à Beyrouth, Roch, mon compagnon, me dit je pars. Il était furieux, il m'a donné une baffe parce qu'il aurait pu me ramener dans un petit cercueil à mes parents, alors que j'étais enfant unique. Et il allait faire il partait dans une fête. Je disais dans une fête, j'avais pas envie d'aller. Puis finalement, j'y vais. Et là, je suis triste. Et il y a une jeune femme qui vient vers moi et qui me dit, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est vraiment ça. Elle me dit, si tu fais cette gueule-là, c'est pas la peine de rester ici. Il faut mieux que tu partes. Nous, tu vois, ici... C'était Amal. Amal Mogaïzel. Oh, oui. Elle avait déjà 10 ans de guerre alors qu'elle avait 24 ans. Et elle me dit, tu vois, ici, nous, on sombre en dansant, en rigolant, parce que... C'est une habitude, en fait, la guerre. C'est une habitude, et sinon, on ne peut pas résister. On ne peut pas vivre impunément comme ça, des guerres qui durent et qui durent et qui durent. Celle du Liban, elle a duré longtemps. Et elle m'a dit, elle a eu un choc, moi j'ai eu un choc, et le lendemain matin, elle est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, je te prie de m'excuser d'avoir dit ça, parce que, en fait... Je me suis aperçue, je me disais, si c'était cette jeune femme qui avait enfin réalisé ce qu'on vit, quoi. Et si c'est nous qui étions complètement drogués à la guerre. Et elle n'a eu de cesse de vouloir venir en France. Elle est venue en France, elle me dit, je veux toutes les cartes. Et elle est venue en France, c'est une grande journaliste aujourd'hui. Et elle s'est mariée, elle a une jolie fille. Et qui est ma filleule. Et voilà comment tout a commencé. À laquelle, entre autres, ce livre est dédié. Oui. À votre filleule. Oui. Le livre est dédié aux hommes de ma vie, à mes parents et à mes filleules. Et à vos filleules. Voilà. Exactement. Donc, malgré tout, malgré ces morts, tout de suite, qui s'invitent dans votre vie, et notamment sur le terrain, vous dites, c'est quand même ce métier-là que je veux faire, témoigner, aller sur le terrain, rencontrer ces gens. Oui. Parce que... justement, c'est l'instinct de vie, plus que l'instinct de mort, l'instinct de témoignage. Ah oui, parce que ce que je veux dire, c'est que du pire, on peut rencontrer le meilleur. Et moi, franchement, j'étais complètement désaxée, quoi, ma vie. Qu'est-ce que j'allais en faire ? J'allais faire une dépression nerveuse, j'allais faire une tentative de suicide parce que je n'avais pas eu d'enfant. Alors que à quelques heures de Paris, il y a des femmes qui sont en douleur, il y a des enfants qui souffrent. J'étais partie un peu de manière humanitaire et en même temps pour me soigner. Et puis, on est tout de suite... Je dis qu'on est... il se passe tellement de choses et nos vies sont tellement cadrées. On se lève le matin, voilà. Et là-bas, rien n'est cadré. Et moi qui avais déjà un tempérament qui m'avait été donné par mon grand-père, et j'étais un peu sauvage, et j'avais envie justement de voyage, j'avais envie d'aller ailleurs. La route était tracée. Et puis, dans la guerre, on rencontre... tous les sentiments sont décuplés, et on rencontre des gens exceptionnels, à tout point de vue, des femmes, des hommes, des enfants, et puis même des combattants. Il ne faut pas avoir peur de les affronter, il faut savoir les regarder. Et il y a une autre humanité que dans nos pays. Et c'est, je pense, tout cela qui m'a attachée à ces terrains-là. Et je ne suis pas du tout une droguée de la guerre, au contraire, parce que moi, j'ai toujours eu un très bon équilibre familial autour de moi. Je n'ai pas fait de dépression nerveuse, bien qu'on a tous, les reporters de guerre, des blessures invisibles dont on ne parle pas. Elles sont certainement remontées quand j'ai écrit avec ces vertiges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir accouché de ce livre fait que je me sens beaucoup plus légère et différente. Et on va voir comment il va vivre, ce livre. Mais c'est un livre de transmission que je voudrais, que je dédie aux jeunes, parce que...
Jeune journaliste? Aux jeunes journalistes et puis aux jeunes d'une manière générale. Le métier a beaucoup changé? Le métier a changé, oui. On est passé de 300 kilos à un iPhone. C'est plus du tout les mêmes reportages, c'est plus du tout les mêmes télés, c'est les chaînes infos, etc., qui ont du très bon et aussi, c'est compliqué. À l'époque, vous aviez plus de temps aussi, d'être sur place. Souvent, on avait déjà moins de temps que les autres. Moi, j'ai connu toutes les époques. Je suis arrivée, c'était encore des films, puis on est passé aux cassettes, puis on est passé aux CD, puis on est passé à des petites caméras, et puis maintenant on est à l'iPhone. Moi, je sais faire un reportage, tourner, monter, et voilà. Mais c'est pas le même reportage. Et c'est pas le même temps pour les journalistes actuellement. Il faut toujours être sur des plateaux. Et sur des plateaux, on dit parfois beaucoup de conneries parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. Par exemple, au Rwanda, à un moment donné, bien sûr, on savait que c'était les Tutsis qui étaient... Mais à un moment donné, les Hutus disaient « mais nous aussi ». Enfin, et c'est vrai, quand on est sur une route avec des milliers de gens qui se croisent, et il y a les bons et il y a les moins bons, on ne sait pas qui est le bon et le moins bon. Enfin, c'était assez évident tout de suite au Rwanda, mais il y a certains autres pays. C'est votre terrain de guerre le plus marquant, le Rwanda? Non, non, je pense que la Tchétchénie a été aussi un terrain très marquant parce que ce dont je me suis aperçue très vite dans les guerres, et ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que qu'est-ce qu'on envoie dans les guerres? Tous autant que nous sommes. Nous, on a fait aussi des guerres dans notre vie. On envoie la jeunesse des pays. Et ces jeunes, quand même, ils auraient mieux à faire que de faire la guerre, quoi. On en arrive à l'absurdité de la guerre. L'absurdité de la guerre. Oui. Avec des hommes qui restent des hommes. Bien sûr. Je vous propose juste de poursuivre vers notre deuxième partie. Oui. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Je vous propose 4 mots et on continue à dérouler, à partager. Merci beaucoup, Marine Jacquemin. À tout de suite. Merci à vous, Marie. J'ai un peu les jetons, là. Non. Marine Jacquemin. Je vous propose 4 mots. Voici le premier qui doit résonner chez vous. Le mot liberté. Ah oui, liberté. Une femme libre. Ouais, une femme libre. Enfin, moi, j'étais libre très jeune parce que mes parents m'ont, comment dire, ils m'ont élevée d'une manière totalement libre. Heureusement que ma grand-mère a été là pour cerner un peu les écoles, mais je pouvais faire ce que je voulais, en gros. Et dès l'âge de 2 ans, je vivais un peu seule avec une nounou. Et donc, très vite, c'est moi qui suis allée faire les courses. C'est moi qui décidais de ceci ou de cela. J'étais une petite fille déjà très avertie des choses de la vie. Et puis... mis à part mes études qui ont été un peu difficiles, où j'étais enfermée et où j'ai détesté mes parents à ce moment-là. Ça, c'est étonnant, puisque effectivement, vous le racontez bien. Petite fille libre, intrépide, un peu rebelle et assez désobéissante, en fait, qui se fait virer de tous ses établissements. Qu'est-ce qui se passait ça? On ne dirait pas quand on vous voit comme ça. Ah oui, c'est vrai, je me suis calmée. Non, mais derrière, les gens sont toujours étonnés par une certaine douceur, mais j'ai une force invraisemblable. Et donc, non, je tiens ça... j'ai un grand-père qui m'a emmenée très vite dans la guerre, qui m'a montré... pas mal de choses. J'ai un père qui m'a élevée dans la forêt. Et puis après, j'ai rencontré des hommes qui m'ont emmenée un peu partout dans leur vie, chez les Pygmées, dans des plongées sous-marines ou dans des sommets dans les montagnes du monde. Je suis allée... Enfin, je bouge tout le temps. Et j'ai la chance de rencontrer... des personnes qui m'accompagnent, des hommes qui m'accompagnent, qui ont cette même soif de liberté. Donc, alors que veut dire la liberté? Évidemment, quand on est dans la guerre, c'est l'opposé de la liberté. On est dans l'inhumanité totale, on est dans des pays emprisonnés. C'est peut-être aussi pour ça que je suis allée là-bas.
que j'ai continué à aller là-bas parce que je me disais qu'au moins, en leur tendant mon micro ou en les faisant parler de leur vie, j'allais leur donner des espoirs parce que ce que je leur disais toujours, c'est vain de dire des choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai constaté à de nombreuses reprises que du pire sortait le meilleur et qu'il fallait rire et qu'il fallait espérer et qu'il fallait... mais il faut avoir beaucoup d'empathie pour leur dire ça dans l'état dans lequel... Mais ils ne rêvent que de ça. Et ce qui est terrible, par exemple, c'est en Afghanistan que toutes les armées du monde n'ont pas été capables de conserver pour les jeunes Afghans leur liberté. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui sont nés dans ce pays libres. Il y avait toujours le patriarcat, etc. Mais les filles allaient à l'école, les enfants allaient à l'école, les femmes pouvaient retirer leur burqa ou en tous les cas se dévoiler d'une certaine manière. Ils ont connu la liberté et 20 ans après, on leur retire cette liberté. Vous imaginez? Donc le mot liberté, ça va d'une enfant qui est libre dans une forêt jusqu'à ces enfants d'Afghanistan qui ont vécu pendant 20 ans libres et qui aujourd'hui sont de nouveau condamnés à être en prison. Et le mot liberté, c'est un mot difficile. Quand on voit ce spectre-là, être libre... liberté. Être libre chez nous, c'est un peu compliqué parce que nous, on a cette paix, on a cette liberté d'être, d'agir, et pourtant, on n'est pas content. Moi, quand je rentre dans un pays libre et en paix, alors que je viens d'endroits monstrueux et où on est emprisonné, dans le pire du pire, la guerre, je suis toujours étonnée de voir des gens qui se plaignent. Alors bien sûr qu'on a nos misères, on a aussi nos propres guerres ou nos propres problèmes. Mais je ne sais pas, moi quand je rentre, ma liberté par exemple, j'adore planter, j'adore mettre des graines partout, j'adore voir les fleurs et les arbres pousser parce que ça me calme des horreurs. C'est la douceur qui me calme de l'horreur, quoi. Et ça, c'est aussi une forme de liberté. Regarder le ciel alors qu'il n'y a pas de bombardement derrière, voilà, c'est ça aussi la liberté. Une liberté qui va avec la peur, avec des épreuves. Est-ce que c'est une forme de salaire de cette liberté? La contrepartie de votre vie aussi riche, oui, est-elle aussi justement les épreuves que vous avez traversées? Moi, je ne m'arrête jamais sur les épreuves. Bien sûr que j'ai traversé le pire, un cancer très violent. Je ne devrais pas être là. Merci aux médecins et aux chercheurs surtout, qui font avancer quand même. J'ai eu un cancer du côlon très grave. Et il paraît que c'est un cancer d'homme. Donc c'était un petit peu normal. Quand vous parlez de mes guerres, ce sont ces guerres-là aussi. Ce sont ces guerres-là, voilà. Vous évoquez les guerres très personnelles, ce cancer que vous évoquez, qui a suivi d'ailleurs un départ de TF1, où il y a eu un harcèlement moral, forme de guerre aussi. C'est une forme de guerre aussi. Insidieuse et de manque de l'endométriose. Je vous laisse parler. Oui. Et c'est une forme de guerre et de manque de liberté, le harcèlement, parce que peu importe qui vous harcèle, si c'est une femme ou si c'est un homme, et vous pouvez être une femme ou un homme à être harcelé par vos harceleurs. Mais c'est vrai que ce sont des murs qui s'installent dans une vie très ouverte et brusquement vous dit non, tu ne peux pas faire ça, non, tu ne dois pas faire ça. Tu montes dans un avion et au moment du décollage, on dit non, tu descends. Je prépare un très long reportage en Iran sur le nucléaire. J'ai travaillé 6 mois, j'ai tout, j'ai les ouvertures, les contacts, j'ai le visa. Et on me retire ce reportage pour le donner à quelqu'un d'autre qui ne pourra jamais le faire. Parce que, s'il faut être stupide. Et ça, on sent la mésestime de soi,
on se dit c'est peut-être de ma faute. Donc c'est un emprisonnement comme ça dans la tête et dans le quotidien. Et c'est une espèce de poison qui s'infiltre comme ça petit à petit dans les veines, parce qu'on ne le voit pas tout de suite, le harceleur. Parfois on se dit bah, il déconne, ou bon, non, ça va s'arrêter. Et puis moi, j'étais tellement faible à ce moment-là, alors que les gens me prenaient pour une guerrière, que je me suis laissée faire, je me suis laissée mordre jusqu'à la maladie. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi, quand je dis que c'est un livre de transmission, j'ai voulu dire à ceux, hommes ou femmes, qui sont harcelés par un homme ou une femme, défendez-vous tout de suite, protégez-vous. D'abord, le monde a évolué. Moi, ça fait plus de 16 ans que ça m'est arrivé. Ça a changé. Maintenant, on peut dire, on peut ouvrir sa gueule, si je puis dire, si je puis me permettre. On peut quand même essayer justement de sortir de cette prison, de cet enfer que peut être le harcèlement. Et moi, j'en suis sortie trop tard. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce petit chapitre et à raconter un peu ma vie, l'endométriose, le cancer, le harcèlement. Voilà, on a beau avoir une figure d'héroïne, de guerrière, enfin tout ce que j'aime pas, moi, parce que je suis une femme normale, qui ne fait pas un métier normal. Mais voilà, j'ai aussi mes douleurs, mes souffrances et de femme. Et d'être humain, ce qui révèle votre humanité, ce qui me permet de passer au deuxième mot, oui. Humanisme. Oui. Ah bah oui, oui. C'est-à-dire que une fois qu'on a, enfin moi, j'aime les autres, voilà. L'autre, c'est moi, l'autre, c'est nous. Je ne fais pas de différence. J'ai été élevée dans cette espèce d'éthique. On n'a jamais fait dans ma famille une différence entre les couleurs, entre les religions, entre les uns et les autres. J'ai appris dès l'enfance à aimer l'autre. Ça, c'est très, très important, parce que ça vous sauve de beaucoup de souffrances inutiles. Alors, évidemment, l'autre, il y a votre voisin de palier, ça commence par là. Si vous n'êtes pas en harmonie avec votre voisin de palier, comment pouvez-vous dire que ceux qui font la guerre sont des sauvages? Alors que, vous voyez, c'est aussi un spectre, ce mot humaniste. Moi, j'essaie le plus possible d'aimer les autres, de les rencontrer. Je suis curieuse des autres, et jusqu'à aller serrer la main du diable dans les guerres, parce que on ne naît pas monstre, on le devient. Et moi, j'ai toujours eu sur le terrain, alors que j'avais peur et que cette peur me protégeait, j'ai quand même osé aller voir des gens que l'on disait inhumains. Et je ne crois pas que nous naissions comme ça. Donc si vous allez vers les gens avec le sourire, avec une espèce de détermination et une forme d'assurance, on peut décontenancer les pires, pas toujours, évidemment. D'autres que moi en ont fait, ont payé de leur vie d'être face à des gens comme cela. Mais moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui m'accompagne dans cette espèce d'humanisme, d'humanité, de m'occuper toujours. Je suis un peu... je ne sais plus comment s'appelait ce film où la jeune femme faisait tous les jours, elle faisait quelque chose de bien, un petit truc, n'importe quoi. Et moi, j'ai tendance à vouloir chaque jour me nourrir d'une lumière, justement, en me frottant à l'autre d'une manière ou d'une autre. Essayer d'être sympa. Alors, il m'arrive, comme tout le monde, d'être très en colère ou de rencontrer des connards. J'en ai rencontré un ou deux dans ma vie, harcèlement et puis un autre. Je ne suis pas toujours tendre. Mais le plus possible,
L'humanisme, c'est aimer l'autre. Alors j'ai rencontré des gens extraordinaires, bourrés d'humanisme. D'abord, j'ai rencontré le pape François. Et quand j'ai rencontré le pape François, notre pape actuel, il était archevêque et même cardinal de la cathédrale de Buenos Aires. Et c'était après la mort de Jean-Paul II, où il était... cet homme était sur comme on appelle la short list, c'est-à-dire des papabilés. Il était l'un des 5 noms. Et j'ai rencontré cet homme qui se cachait, qui voulait absolument pas se montrer, etc. Et puis on a parlé. Et puis il m'a dit, je veux bien que vous me suiviez. Donc je l'ai filmé dans sa cathédrale. Et il m'a dit, je veux bien que vous me suiviez, mais surtout, je veux pas de caméra. Et il m'a emmené dans les bidonvilles de Buenos Aires. Et il m'a fait rencontrer, il m'a dit, vous voyez, ces gens-là, c'est ceux qui me nourrissent. Voilà, j'aime les pauvres et je veux leur donner tout ce que la vie m'a donné. Et voilà, cet homme m'a... Personne ne connaissait cet homme et tout le monde cherchait des images de lui. Et j'appelle TF1 et je leur dis, mais j'ai fait un reportage. Et alors les premières images qui sont sorties, c'était le peu d'images que j'avais filmées pendant une messe dans cette cathédrale. Ensuite, j'ai rencontré une autre femme extraordinaire qui est Sœur Emmanuelle. Alors c'est par elle m'a entraînée, elle a été une sorte de mentor pour moi. J'en avais déjà rencontré, mais je suis allée la voir une fois où elle habitait avant de mourir et elle a écrit ce bouquin J'ai 100 ans, que je recommande à tout le monde. Lisez ce livre J'ai 100 ans, parce qu'elle revient sur sa vie, sur les enfants qu'elle a aidés, qu'elle a sauvés. Elle était animée d'une joie et d'un amour de l'autre absolument extraordinaire. Et vous aussi, comme vous parlez des enfants et des autres, je vous propose le 3e mot, altruisme. Et c'est votre cas. Vous parlez de Muriel Robin également, qui vous a aidé dans ce beau projet qui existe toujours, de cet hôpital pour les enfants à Kaboul, toujours sur pied malgré l'arrivée des talibans, le retour des talibans. Une idée qui a germé en 2001. Vous avez été aidé par Martin Bouygues, la chaîne de l'espoir, financée aussi par la famille Aga Khan. Et comment va-t-il cet hôpital aujourd'hui, Marie ? Écoutez, alors cet hôpital, en fait, quand je vous dis qu'il faut savoir serrer la main du diable, au début, quand j'ai eu cette idée de construire cet hôpital, parce que j'avais rencontré un enfant que je voulais adopter qui a sauté sur une mine, et puis mon traducteur qui était un chirurgien, il m'a emmené devant un hôpital, il m'a dit il faut le reconstruire. Bon, c'est resté dans l'idée. Quand Muriel Robin est arrivée dans ma vie, je lui ai dit on va construire un hôpital, parce qu'elle avait vu un reportage des enfants qui fabriquaient des briques et une petite fille qui allait mourir, les poumons étouffés par la sciure de briques. Enfin, tout ça, c'est voilà, vous avez dit Bouygues et tout. Et donc cet hôpital est ouvert depuis maintenant 22 ans. Il emploie 1100 personnes, ce qui veut dire que ça ruisselle sur beaucoup d'autres personnes. Et il a 130 lits. Au départ, c'était un hôpital pour enfants. Après, c'est devenu la mère et l'enfant. Et puis maintenant, grâce à la Fondation Aga Khan, ça va devenir probablement un CHU. Alors, qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, il devient bien. Donc, j'étais déjà allée voir une fois les talibans pour leur demander de ne surtout pas poser de bombes, etc. Ils n'étaient plus au pouvoir à cette époque et ils attaquaient un peu partout. Et ils ont respecté la demande. Là, je suis allée, quand ils sont revenus, les voir de nouveau parce que j'ai sorti une vingtaine de femmes, comme tout le monde. On a fait des choses comme ça quand ils sont arrivés au pouvoir. Et il y avait surtout dans notre hôpital, donc c'est la chaîne de l'espoir avec laquelle je me suis associée. Et je ne suis pas en très bon terme avec la direction, parce que je trouve qu'il y a des gens quand même qui s'arrogent un peu trop
des choses qui ne sont pas la réalité ou la vérité, qui en font même des bouquins. Et en revanche, les équipes de la chaîne de l'espoir créées par Alain Deloche sont extraordinaires. Sont des gens qui, au péril de leur vie, depuis des années et des années, vont opérer principalement des cœurs, parce qu'il y avait une maladie, il y a toujours une maladie qui s'appelle la maladie bleue, qui est une maladie qui a été éradiquée dans les années 50 chez nous, mais qui persiste là-bas. Et puis ils font des tas d'autres opérations. Les yeux, je me souviens de Dominique qui a opéré les yeux d'une petite fille, elle avait perdu un œil, bon bref, elle lui a rendu la vue. Donc récemment, les talibans ont voulu rentrer dans l'hôpital. Et ils avaient l'intention de le diriger. Et il y a là une jeune femme qui dirigeait je dis qui dirigeait parce qu'elle est partie malheureusement à présent, qui dirigeait l'hôpital et qui les a raisonnés en leur disant mais vous ne pouvez pas vous emparer de cet hôpital parce que nous avons besoin des femmes en premier. Et il y a encore 23 femmes qui laissent justement des chirurgiennes, des infirmières, etc. Et ils ont compris, alors évidemment ça tient à un grain de sable, d'autant qu'elle n'est plus là, je suis un peu inquiète, mais pour l'instant ils ont compris que cet hôpital, c'est le seul qui reste dans le pays. Les autres sont un peu en ruine et en décrépitude. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans tout ça, dans l'altruisme, c'est que c'est la France, c'est le phare de la France dans ce pays, chez les Afghans. Et ce qui me plaît aussi, c'est de voir que l'on peut, avec les talibans qui font tellement souffrir leur pays, qui ont jeté un grand voile noir, exactement comme les anciens, sur le pays, qu'on peut encore, justement, les mettre dans un altruisme, penser aux autres. Alors, évidemment, on leur a dit, vous pouvez venir avec vos familles, et ils ne manquent pas de venir avec leurs familles et leurs enfants, mais de les faire réfléchir autrement. Il y a beaucoup de femmes comme moi en ce moment. Moi, je fais rien. Hein. Ça y est, j'ai construit cet hôpital. C'est la chaîne de l'espoir qui s'en occupe, et c'est des femmes comme Sonia Cotin qui sont là. Et ces femmes qui continuent les opérations. Le problème, c'est que il n'y a plus d'école. Donc, on ne sait pas comment va être la suite. Voici le quatrième et dernier mot. Paradis. Oula. Paradis, sachant que c'est un mot qui apparaît à la page 312 de votre livre. Ça fait le lien un peu avec ce dont vous parliez. L'hôpital de Kaboul, ses enfants. Je vous le lis. C'est lorsque vous aviez perdu 18 kilos, vous étiez en pleine chimiothérapie. Ah oui. Et vous vous regardez dans le miroir. Et vous écrivez, ce qui saute aux yeux, c'est le bien que vous avez fait. Et vous n'avez peut-être pas eu d'enfants, mais vous avez sauvé des milliers d'enfants grâce à l'hôpital à Kaboul. Enfin, vous... Oui, vous, enfin... Toute l'équipe qui a... Attention. Oui. Je parle de moi. Sinon, mais... lisez-le, c'est un tout petit chapitre. Oui. C'est, effectivement, il est à côté de vous, page 312. Ah, vous voulez que je le lise? Si vous voulez. Page 312. Et en tout cas, ça se termine par « ça devrait suffire pour le paradis ». Ah oui, je dis ça, moi. 312. Alors, attendez. Oh là là. Vous savez que je ne me suis jamais relue. Ah oui. Alors, attendez, il est où le paradis? Ah oui, d'accord. Ah oui. La réponse me saute aux yeux. Sans enfants, des milliers vivent aujourd'hui grâce à l'hôpital que j'ai voulu si fort. Ça devrait suffire pour le paradis. Voilà. Oui, ça fait le lien. L'altruisme. Dans le miroir cadavérique, aucun doute. Je ne suis pas la plus belle du royaume, mais pas la plus méchante non plus. Qu'as-tu fait de ta vie? Que vas-tu laisser, toi, sans enfant? Ben voilà, ouais, c'est ça. Ça devrait suffire pour le paradis. Alors, vous voulez me demander si je crois au paradis? Je vous laisse rebondir comme vous le souhaitez. Quelle est ma croyance? Non, mais en lien aussi avec ce que vous avez écrit, avec votre vie. Et oui, quel est votre paradis? Moi, les religions, les hommes et leurs religions
me font peur parce que j'ai vu beaucoup de guerres de religion et les guerres des religions ne se passent pas que dans les pays du Moyen-Orient ou ailleurs. Ils sont passés chez nous. Il y a toujours eu les protestants, les catholiques, les chiites, les sunnites, les séfarades et les autres, etc. Déjà, ça, j'ai fermé la porte à la croyance en Allah, en Dieu. Moi, j'ai une croyance, c'est une forme d'éternité. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas comment, s'il y a une vie après la mort, je me pose toujours la question. Ce que je sais, c'est qu'il y a des signes. Moi, je m'attache à ces signes de vie. J'ai eu des relations extrêmement puissantes avec mes parents parce que je n'avais pas eu d'enfants et que je n'avais pas la même famille que les autres. Ils ont mis du temps à le comprendre et quand ils l'ont compris, on s'est créé notre cocon. Et ils m'ont toujours dit, tu sais, quand nous partirons, nous serons au-dessus de toi et on sera là pour te protéger. En fait, ils veulent être toujours les parents après la mort. Et mon père, qui m'offrait des cœurs en permanence, il marchait, il voyait une feuille en forme de cœur, un cœur en pierre, un petit morceau de bois en forme de cœur. Finalement, depuis qu'il est parti, je dirais pas tous les jours, mais très régulièrement, dans une tasse à café, dans une goutte d'eau, quand je marche sur le trottoir, je les vois, ces cœurs, et je me dis, ah bon, t'es là, bon, c'est sympa. Et maman, qui était très autoritaire, quand j'ai une vraie décision à prendre, je l'appelle et je lui dis, bon, alors là, tu vois, là, je vais faire telle chose, et là, il faut que tu m'aides, parce que je me sens pas capable de la faire toute seule. Et je ne veux pas dire que ça réussit à tous les coups, mais quand je réussis, je me dis, bon, t'es là. Et je parle à mes parents, régulièrement. Alors, certains de mes Jules me disent, mais t'es folle, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ma manière à moi de croire qu'il y a un monde au-dessus de nous et que notre enveloppe, évidemment, n'est rien, mais que nos âmes volent. Et sont là, et je ne sais pas ce qu'elles deviennent, et je ne sais pas si je vais me transformer en abeille, ou en mouton, ou en petite fleur des champs. Mais bon, il faut bien qu'on s'accroche... Vous croyez en la réincarnation ? Oui, il faut bien qu'on s'accroche à une forme de croyance, parce que ça servirait à quoi tout ça ? Ça servirait à quoi tout ce qu'on vit ? Ce monde en souffrance ou ce monde en joie, parce que moi j'ai aussi, je vais partir là en bateau pendant une semaine, je suis folle de joie d'aller naviguer, d'être dans le bleu et d'avoir cette chance incroyable de liberté une fois de plus. Oui, le paradis et l'enfer, bon, on a toujours été élevés depuis tout petit. Moi, j'ai rencontré j'étais beaucoup dans des écoles catholiques. J'ai rencontré des petites sœurs très, très sympathiques qui voulaient m'entraîner dans leur sacerdoce. J'ai rencontré le père Pedro en Afrique du Sud. J'ai rencontré Mère Teresa. Enfin, tous ces gens-là, avec leurs croyances, m'ont toujours fascinée. Jusqu'à présent, personne n'est revenu pour nous dire ce qui se passait, mais je suis sûre qu'il se passe plein de choses. Elle vous inquiète, cette mort ? La mort m'inquiète. Vous qui l'avez côtoyée, autant côtoyée, votre propre mort. Non, alors justement, j'ai rencontré un homme d'État, François Mitterrand. Vous en parlez beaucoup, oui. Les 5 dernières années de sa vie. Il a demandé à me rencontrer parce que c'était un homme extrêmement curieux qui était atteint d'une maladie, d'un cancer très grave. Donc il était en souffrance ces 5 dernières années. Mais il avait toute sa tête et
il était très demandeur et très gourmand de la vie des autres. Et il y avait il y avait eu la chute de l'ex-Union soviétique et les républiques d'Asie centrale étaient en train de s'ouvrir les unes après les autres. Et donc, on s'est rencontrés de cette manière-là. Et puis, je suis allée faire un reportage chez lui, dans sa maison, je ne sais plus comment ça s'appelait, j'ai oublié. Bref, et il y avait Danielle là, et j'ai discuté beaucoup avec elle, et elle me disait François parle tout le temps de la mort, il a peur de la mort, peut-être que vous pourriez, enfin tu pourrais, parce qu'elle elle me tutoyait, j'étais un peu devenue un peu de la famille. Et c'est vrai que le matin, je prenais mon petit déjeuner avec lui et il était dans sa grange en train d'écrire depuis déjà très longtemps. Et il m'interrogeait. Et il avait aussi beaucoup interrogé Marie de Henzel, qui a été sa confidente, son ange de vie, comme il disait. Mais il était intéressé parce qu'il me disait, toi qui vois beaucoup la mort, comment moi je lui disais, je pense pas du tout à la mort. Moi, je vis ma vie pour la vivre et je vis pas ma vie pour mourir. Je la laisse loin de moi, cette mort, et même si je la croise tout le temps. Et parce que je lui disais, moi je pense plus à être handicapée ou au viol ou au kidnapping sur ces terrains-là qu'à la mort. Et donc, je dis, il faut toujours essayer de transformer ce qui est inéluctable en quelque chose d'autre, en une approche un peu plus consensuelle d'une certaine manière, se dire que voilà, tout le monde y passe, donc comment essayer de passer le mieux possible de la vie à la mort ou de s'en arranger. Alors, ça dépend dans quel état on est quand on souffre. Certains appellent la mort, comme récemment une chanteuse, Françoise Hardy, qui voulait absolument, et je comprenais ce qu'elle voulait dire, pour être passée très près de ce désir de mort quand on souffre trop. Et en même temps, je lui disais, c'est un irrespect par rapport à avoir peur de la mort, c'est un irrespect par rapport à tous ces gens qui n'ont pas l'âge de mourir et qui meurent comme ça violemment. Une approche de la mort à votre âge est plus acceptable et plus compréhensible que la mort de jeunes gens qu'on enrôle comme ça dans les guerres comme de la chair à canon. Donc c'était ça, cette discussion. Discussion profonde avec François Mitterrand. Oui. On peut bien l'imaginer. Je reviens vers vous pour la conclusion, Marine Jacquemin. Oui. À tout de suite. Ouais. À tout de suite. Je suis de nouveau en face de vous, Marine Jacquemin. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Est-ce qu'il y a un mot qui vous a particulièrement touché parmi les quatre? Ou pas vraiment? Liberté. Je vais dire liberté. J'ai surtout l'impression d'avoir... Humanisme, altruisme et paradis. Oui, non, mais c'était de très beaux mots, mais je suis allée un peu dans tous les sens parce que... Votre vie va dans tous les sens. Oui, c'est ça. Je fais beaucoup de digressions et je me dis, oh, mon Dieu, on ne va pas me comprendre, je suis trop fouillie. Mais c'est vrai que ma tête est fouillie. Votre vie est tellement riche que c'est vrai que c'est difficile de... C'est difficile de me suivre. Pas de vous suivre, mais on voit toute la richesse et la générosité que vous partagez avec nous. Il y a une phrase, encore une fois, j'ai noté quand même les phrases qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Vers la fin de votre livre, vous écrivez « Peut-être à la parution », comme ça la boucle est bouclée, « Peut-être à la parution du livre, je me sentirai allégée. Peut-être lâcherai-je prise sur tout ce que je me cache encore. Je sens que je vais finir par me rencontrer. » Ah ben oui, parce ça fait écho un peu à ce qu'on disait au début, ce que vous disiez. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a deux personnes. Hein. Il y a Marine et puis il y a Marine Jacquemin. C'est pas du tout la même personne. Donc, est-ce que je vais rencontrer Marine un de ces jours? Oui, je suis en train là. Moi qui n'ai absolument aucun ego, quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit ah ouais.
hein, quand même, c'est pas mal. Quelle vie. Quelle vie. Et, Incroyable. mais sans aucune prétention, rien. J'ai eu une vie tellement extraordinaire et qui continue d'être extraordinaire. Et je me suis allégée, oui, je me suis allégée. Alors, je suis encore très brouillon, je n'ai pas un esprit de synthèse pour une journaliste. C'est vrai que j'étais très synthétique sur 1 minute 30. Alors là, je me laisse aller. En plus, là, dans les lumières, dans le noir, avec des mots... oui, voilà, je fais des digressions. Mais oui, ça va mieux, quoi. Ça va mieux, les vertiges commencent à partir. Et puis, ce livre fait remonter tellement de choses. Je fais des rencontres, je rencontre des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Je retrouve des gens même dont je pensais qu'ils ne m'appréciaient pas et qui me donnent, enfin, qui sont élogieux sur cette vie. Et puis, surtout, ce sont les téléspectateurs et les gens qui m'ont vraiment suivi tout au long de cette carrière, qui me font les plus beaux compliments quand ils me disent « j'ai dévoré votre livre ». Ça me plaît vraiment. Et je les comprends. C'est vrai qu'on dévore votre livre. Je le rappelle, le titre « Méguerre », confidence d'une grande reporter, Marine Jacquemin, en face de moi, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce partage, cette richesse. Merci. Cette vie incroyable. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Sinon, vous pouvez voir le replay de cette émission sur ktotv.com. À bientôt.